Notre invité ce matin, il est politique, Assouan Benoît Degla, député à l'Assemblée nationale sous la bannière du Parti Bloc républicain. Honorable, bonjour. Bonjour, M. Tanguy. Bienvenue sur Actu Matin. Avec vous, nous allons aborder le contenu du nouveau code électoral en attendant sa promulgation sous deux plans, la forme et le fond. Sur la forme, la Cour constitutionnelle a recommandé, honorable, de régler deux problèmes précis. Et vous, députés, avez décidé de relire tout le document de fond en comble, non pas seulement pour corriger les fautes, mais pour apporter d'autres nouveautés. Est-ce que vous n'aviez pas fait un peu trop plus qu'on ne vous a demandé? Merci, M. Tanguy. Je vais déjà dire que nous n'avons pas outrepassé les recommandations de la Cour. Il faut déjà d'emblée dire que nous sommes des législateurs. Et à ce titre, il nous est loisible d'édicter des lois, évidemment chaque fois que cela est nécessaire et dans l'intérêt du peuple béninois. Suite à un recours formulé par un citoyen, la Cour a réagi sous deux formes. D'abord, a fait un rejet de recours et s'est auto-saisi quant au fond et a proposé que l'Assemblée puisse corriger notamment une chose. Considérer que les députés de 2000 qui siègent actuellement, ceux qui sont élus en 2023, les députés de la 9e mandature, puissent être ceux-là qui vont parrainer le président de la République en 2026. Mais qu'il y a un problème de quitter et d'égalité qui va prévaloir au niveau des maires qui n'ont pas tous été installés au même moment. Donc il nous appartenait à nous, députés, de voir comment faire pour que et députés et maires de l'actuelle mandature puissent être ceux-là qui doivent parrainer. La première solution que nous avons, qui nous est venue à l'esprit, c'était la révision de la Constitution pour mettre tout le monde sur le même palier, que nous reformulions les dates, les échéances, pour que et les députés et les maires puissent être ceux-là qui parraineraient. Mais ça a échoué. Ça a échoué. Mais dans la recherche de la solution au problème posé par la Cour constitutionnelle, nous avons fait l'option, et à travers une proposition de loi déposée par un collègue, le collègue Aké, nous avons fait une proposition, il a déposé une proposition de loi modificative du code électoral qui a satisfait, alors je vous parle, aux exigences, enfin du moins aux recommandations de la Cour. Le premier aspect qui est bon à souligner, c'est que désormais, dans ce que nous avons voté, il est demandé que le président de la République ait un délai assez suffisant pour déposer sa candidature. C'est désormais 180 jours. Et 75 jours pour les élus communaux ou municipaux et puis 60 jours pour les députés. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet simplement que les députés qui sont déjà reconnus par la Cour constitutionnelle comme ceux devant déposer le parrainage, c'est réglé. Et quant au maire, dès l'instant où la date de dépôt de la candidature a été prolongée, ils sont en droite ligne avec le délai qu'il faut pour le président de la République pour déposer sa candidature. Donc dans le délai qui est accordé au maire, le maire en exercice dispose du temps pour parrainer la candidature du président de la République. On se disait pourquoi il va parrainer alors que 2 jours après il s'en allait, etc. Donc ce problème, il est réglé. Donc nous allons chercher à régler pour ce problème-là. D'accord. Au lendemain du rejet, toujours pour des questions de forme, au lendemain du rejet de la proposition de loi portant révision de la Constitution, nous avons vu des députés qui se sont énervés, les députés de la mouvance, et promettent même l'enfer, le déclin politique à la minorité. Du coup, lors de la révision du code électoral, rien provenant des propositions de l'opposition n'a été pris en compte. Alors, c'est une
une loi vengeance, c'est ça? Mais non. Moi, je suis de la commission des lois et et le collègue président du groupe parlementaire Les Démocrates a introduit une proposition de loi qui porte sur la modification d'une vingtaine d'articles. Nous en avons tenu compte. On a tenu compte de certains articles. Ah bon? Quels sont les articles qui vous ont intéressé dans le document proposé par les LD? Ce que je retiens qui est frappant, c'est que la caution désormais pour le Dieu président est passée à 25 millions. Ça, c'est leur proposition, ça. Et une autre proposition, c'est celle relative à la mise en place, à la demande de la Sénat, d'un dispositif qui permet que dans les arrondissements où il y a plus de 100 bureaux de vote et 100 postes de vote, on puisse, n'est-ce pas, créer un comité. Non, on puisse créer des sous-zones. C'est-à-dire, dans l'arrondissement, il pourrait avoir 3, 4, 5 coordonnateurs d'arrondissement pour faciliter la tâche. Ça, c'est eux qui l'ont proposé. Alors, je ne sais pas, je n'ai pas le document vraiment. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Tout n'a pas été rejeté. De la même manière, de la même manière, nous avons des propositions qui ont été rejetées. Lesquelles? Vous n'avez pas le document peut-être sous la main encore? Nous avons des documents, nous avons des propositions qui ont été rejetées. Nous avons accepté. Au niveau du bloc républicain, c'est ça? Non, enfin, nous avons. Au niveau de la mouvance parlementaire. Au niveau de la mouvance parlementaire, parce que la proposition, c'est une proposition BR-UPR et portée par le collègue Aron Blanc. Voilà. Oui, mais en quoi est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que c'est pas une loi vengeance quand on sait que, ma foi, les députés LD se sont sentis d'abord frustrés, ils ont été opposés à toutes les propositions, etc. On a vu les réactions de certains Aron Blanc, etc. Bon, alors, à quel moment vous les avez vus non frustrés, non révoltés? À quel moment? Depuis que nous avons commencé... Depuis que nous avons commencé... la Constitution, par exemple, ils n'ont pas été frustrés. Ah ben, bon, d'accord. Ils n'ont pas dit... Ils étaient joyeux par rapport à certaines personnes. Oui. Ils étaient joyeux par rapport à certains qui n'étaient pas. N'est-ce pas? Oui. Pourquoi empêcher que d'autres qui n'ont pas été joyeux à un moment donné le soient aujourd'hui? Donc c'est une revanche. Non, c'est pas une revanche. C'est la partie parlementaire. Aujourd'hui, mon vote peut passer, demain il peut ne pas passer. Et c'est ça la partie parlementaire. Et on doit, en tant que bon démocrate, on doit pouvoir l'accepter. Toujours concernant la forme, on a vu votre parti sortir un communiqué au lendemain du vote pour se féliciter de ce vote. Ce n'est pourtant pas vos idées à proprement parler. Votre proposition, elle a été rangée lors de son vote. Il s'agit de la révision de la Constitution. Ça ne vous a pas dérangé un peu là? Je vous ai tout à l'heure dit, que c'est une proposition BR-UPR. Vous avez dit proposition à qui tout à l'heure aussi? Non, attendez. Proposition BR, lui est du groupe parlementaire. Lui est le président du groupe parlementaire. Le groupe parlementaire BR et celui du groupe parlementaire UPR se sont assis. Ils ont discuté, ils ont convenu d'un certain nombre de choses et cela a été porté dans un document d'ensemble qui est appelé proposition de loi BR-UPR porté par le camarade, porté par le collègue Aron Blanc. Blanc. Voilà. Nous nous retrouvons parfaitement dans ce qui est dit. Oh, d'accord. Alors, les députés ont été très déterminés depuis des avis d'organisation de la société civile et pas des moindres. La plateforme électorale des organisations de la société civile, par exemple, 3 confessions religieuses au Bénin ont demandé d'aller mollo, d'écouter les autres, de faire de sorte qu'on sente que ce soit une loi inclusive, mais vous êtes allé tout droit vers votre objectif. Alors, cette loi, je pense que elle est bien pour notre pays. Ah oui. Malgré les protestations, les réactions. Oui, on peut protester, mais c'est comme ça. Jusqu'à la société civile, jusqu'aux confessions religieuses. Moi, je vous félicite pour les occasions que vous nous offrez de nous exprimer et d'apporter de la pédagogie. Comment est-ce que ça s'est passé? Le peuple finira par comprendre que ce qui a été fait, c'est dans son intérêt. Parce qu'il y a l'objectif premier qui a été celui-là qui a motivé la réforme du système partisan, faire en sorte que les partis soient désormais forts.
qu'on puisse renforcer les partis et que les partis puissent jouer un rôle d'envergure nationale. Éviter que nous ayons les 300, 400 partis qui sont seulement dans leur petit arrondissement ou dans les sacs de leur président. Il faut éviter cela. Il faut apprendre à copier ce qui est bon chez les autres. Apprendre à copier ce qui est bon au Ghana, au Nigeria ou un peu ailleurs où les gens avec 2, 3, 4 partis s'en sortent merveilleusement et ça propulse le développement. C'est ça ce qu'on veut faire pour le pays là. Et cette réforme qui a permis les élections de 2023, elle portait des clauses. Il y avait des pourcentages atteints pour pouvoir se faire élire. Des partis auraient pu se retrouver à l'Assemblée. Mais on a fait cette discrimination positive pour qu'il ne soit à l'Assemblée que les députés issus des partis forts. Parce qu'on ne veut pas en avoir à foison. On veut limiter le nombre de partis. Et ça, il faut pouvoir l'assumer. Et là, le peuple a besoin de savoir pourquoi c'est comme ça. C'est comme ça parce qu'on a besoin de consacrer de l'énergie au développement. On a besoin de consacrer de l'argent au développement. Parce que, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait des moments où on avait des élections tous les ans. À quoi ça servait? À rien. Donc, aujourd'hui, il faut courageusement accepter que nous puissions avoir des lois qui permettent que les élections se déroulent, mais qu'au finish, que ce soit les meilleurs qui s'en mais sortent. cet objectif n'empêche pas qu'on s'entende entre nous, entre frères, que tout le monde puisse comprendre un peu la philosophie et que tout le monde puisse adhérer. En 2016, par exemple, tout le monde était d'accord qu'on avait trop de partis politiques. Maintenant, l'option, le mécanisme, les voies à employer, est-ce que ça ne peut pas être des voies où tout le monde s'assoit et tout le monde est d'accord sur ce qu'il faut faire pour atteindre cet objectif? Moi, personnellement, après 2019, lorsque le code a été promulgué, j'ai pensé qu'on pourrait atteindre en si peu de temps 15 ou 16 partis aujourd'hui. Nous sommes à une quinzaine de partis politiques déjà. À peu près, oui. Déjà. Ça veut dire que d'ici 1 an, 2 ans, 3 ans, on va approcher la trentaine. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que nous avons réussi effectivement dans la réforme? Mais s'il y a des options qui permettent de faire en sorte que ce qui est prévu dans la réforme puisse aller de l'avant, pourquoi nous le refuser? Je dis par exemple, je vais vous donner un exemple rapidement simple. Vous savez, quand on parle de 20%, parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, on parle de 20%. On est passé de 10% à 20% sur l'ensemble des 24 circonscriptions. Oui. Mais si un parti est fort, si un parti est véritablement fort, ancré dans toutes les localités de notre pays, avoir 20% n'est pas impossible. Et on le dit pour les élections de 2026. Mais il s'agit de se mettre à la tâche dès ce instant. Mais le BR n'a pas eu 10% dans toutes les circonscriptions électorales, par exemple lors des élections législatives. Parce que ce n'est pas un danger, même pour les formations politiques actuelles qui n'ont pas forcément cette présence maximale. Lors des dernières élections, c'est bien de me le rappeler, lors des dernières élections législatives, le BR a eu 29 forts. Sur l'ensemble du territoire national. Oui. D'accord? Mais pas au niveau de chacune des circonscriptions. Attendez, je vais en arriver. Je vais en arriver. Les démocrates ont eu 24%. Pourtant, ils ont eu le même nombre de députés que nous. Tout à fait. En deux circonstances, et ils auraient fait du boucan. Ils auraient encore brandi les menaces. Nous avons eu 29%. Ils ont eu 24%. Pourtant, nous avons le même nombre de députés. Ça veut dire quoi aujourd'hui? On est conscient des handicaps de nos handicaps et nous sommes conscients que les autres ne sont pas mieux logés que nous. Il s'agit pour chaque parti de prendre ce bâton de pèlerin et c'est valable pour les autres partis aussi qui veulent aujourd'hui on a interdit à aucune des 15 formations de prendre part à ces élections. Seulement, elles doivent se battre efficacement, courageusement, farouchement pour pouvoir donner la preuve qu'elles sont installées dans chacune de ces 24 circonscriptions. Il y en a pour les élections passées qui n'ont pas pu réunir 2%, qui n'ont pas pu réunir 3%. On aura quelle chance, vous pensez qu'elles... Alors, mais qu'elles se mettent ensemble, ces formations politiques-là, mais qu'elles se mettent ensemble, qu'elles se fusionnent pour faire des groupes forts. Vous savez combien de partis politiques ont fait le BR?
c'est plus d'une centaine de partis politiques. Ah et qu'ils en fassent autant. Les partis singletons, on n'en veut plus. Les partis d'un individu, on n'en veut plus. Alors, Il faut qu'ils fassent la même chose. il y a un autre argument avancé pour justifier ce code, c'est que c'est la fin désormais de la transhumance politique. D'ailleurs, beaucoup de quotidiens sont revenus là-dessus ce matin. En quoi est-ce que ce qui est fait va empêcher un député comme vous, par exemple, si vous n'êtes plus d'accord avec la ligne directrice du BR, de démissionner de votre parti politique et d'adhérer peut-être à l'UPR ou je trop quoi, à Mouel Bénin ou n'importe quoi sur le territoire national? Qu'est-ce qui empêcherait dans ce code-là de faire ce mouvement-là? Oui, vous savez, à la veille des échéances électorales, et surtout les présidentielles, il y a le marchandage au niveau des parrainages. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Comment ça? Parce que vous ne pouvez pas être d'un parti politique et donner votre parrainage à quelqu'un qui n'est pas celui-là, au candidat qui n'est pas désigné par votre parti. Vous ne pouvez pas le faire. Et si vous décidez, vous démissionnez du parti dont vous apportez votre parrainage. Attention, si vous démissionnez du parti dont vous êtes l'élu, vous ne pouvez pas également le faire. Pourquoi? Parce que le parti vers lequel vous allez, a également les obligations de ne délivrer le parrainage qu'à ceux-là qui sont élus sur sa liste. Un candidat, moi je suis au BR, je démissionne du BR, je vais à un parti Tentampion qui a son candidat, qui réunit ses parrains. Et vous apportez un parrainage. Vous ne pouvez pas leur remettre votre parrainage. Je ne peux pas, mais ce parrainage n'a aucune valeur. Mais il y a la décision de la Cour constitutionnelle de Djogbenou qui a, par exemple, justifié que le parrainage est un acte individuel, autonome, indépendant. Alors, est-ce que... attendez, vous savez, ne confondons pas les rôles des institutions. Nous légiférons. Et la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas, a le devoir de réguler le fonctionnement des institutions. Et tout cela sur la base des lois que nous votons. Oui. D'accord? Oui. Alors, si nous, députés, c'est ce que nous retenons, la Cour constitutionnelle peut faire une interprétation, mais pas aller au-delà de ce que nous avons voulu et initier en votant la loi. Donc, la Cour Djogbenou, d'accord, on a parlé d'intime conviction, d'accord, mais il y a une loi aujourd'hui qui dit que, tant que vous êtes d'un parti, vous n'avez pas le droit, vous ne pouvez pas remettre votre parrainage à quelqu'un d'autre. C'est une loi aujourd'hui. Le député est l'esclave de son parti. Attendez, il n'est pas l'esclave. Il n'a aucune intelligence. C'est une question de discipline de groupe. Et c'est une question de faire respecter les partis, de faire respecter les partis. Et c'est une manière de leur donner de la valeur pour que chacun n'aille pas le parti qu'il veut au gré de ses humeurs. Alors, j'ai encore 2 questions, mais le temps est complètement parti, les 8 heures, l'heure à laquelle je devrais vous laisser partir. J'ai encore 2 questions. Alors, quand aucun parti en compétition n'aura réuni au moins 20% dans chacune des circonscriptions électorales, on fait comment, honorable? C'est annulé, on annule le vote. Carrément. On annule le vote. Et puis les 2-3 milliards qu'on va investir pour faire l'élection, on annule tout ça. Je sais que ça n'arrivera pas, mais si d'aventure cela arrivait, on va procéder. Ou que ce soit un seul parti qui ait 20% par exemple dans chacune des circonscriptions. Mais ce seul parti qui il va tout rafler, voilà, c'est tout. Et il va être le seul président à l'Assemblée nationale. Mais voilà, oui, bien sûr, parce qu'il aura travaillé ardemment pour pouvoir et récolter le fruit de ses efforts. Ceux qui ont vu l'Assemblée nationale de 2019 et qui ont parlé du Parlement monocolore, ils devraient prier pour voir un peu ce qui pourrait se passer après 2026. La question des nominations au poste électif continue de se poser avec cette loi qui recommande qu'on nomme les chefs de village et quartiers de ville. Alors, ou bien on fait la démocratie à la base, ou bien on prolonge l'État central. C'est pas mieux. C'est une phase transitoire parce qu'actuellement, il y a d'énormes problèmes de collaboration entre les villages, les quartiers et le pouvoir local. Oui. Vous voyez, il y a beaucoup de difficultés. Il y a plus de 200-300 villages qui sont sans chef.
Oui. sans chef ou chef de quartier. Parce qu'on a refusé de faire les élections. Non, c'est pas qu'on a refusé, c'est pas qu'on a refusé. Dans la loi a prévu les conditions dans lesquelles devaient se tenir ces élections-là. D'accord? Oui. Et cette loi, elle est toujours là. Ça va se faire à partir de 2026. Mais on dit, en attendant 2026, les chefs de village ou de quartier qui sont là aujourd'hui Continuez de mener les travaux tranquilles. Voilà. Oui, mais et leur obédience sera celle du parti pourquoi en 2020 on n'a pas procédé aux élections? Ça aurait pu nous empêcher d'avoir ça. Mais tout à l'heure on parlait de coûts. Il n'y a pas d'élection aussi difficile, aussi coûteuse que celle des élections à la base. Locales, oui. Voilà. Honorable Benoît Assouan-Degla, merci beaucoup d'être venu sur mon mais c'est un plaisir. Merci beaucoup. plaisir partagé. Voilà. Vous êtes député du bloc républicain au Parlement et vous avez participé aux travaux qui ont conduit à la révision du code électoral que nous avions actuellement et qui fait, ma foi, le devant de l'actualité au Bénin. Encore une fois, merci. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée. Merci. Mesdames et messieurs, beaucoup de choses se sont passées sur l'Actu Matin. Allez, on va souffler maintenant.